Pierre Morel n'avait jamais douté de son ascension. Depuis ses débuts modestes dans un petit incubateur du 10e arrondissement de Paris jusqu'à la direction d'Innovatech, l'une des entreprises les plus prometteuses du secteur technologique européen, son parcours avait été aussi rapide qu'implacable. À 42 ans, il s'apprêtait à vivre le moment le plus décisif de sa carrière, la prestigieuse Gala des investisseurs, organisée chaque année au cœur du quartier des affaires, où se réunissaient les figures les plus influentes de l'élite économique française. L'événement n'était pas seulement une vitrine, c'était une scène. Et ce soir-là, Pierre comptait briller. Le matin même, dans son bureau au dernier étage du siège d'Innovatech, il passait en revue les derniers détails. Tout devait être parfait. La liste des invités, minutieusement triée, comportait les noms de ministres, d'ambassadeurs, de magnates de l'industrie et de jeunes prodiges. Il survola les colonnes imprimées sur papier ivoire, une coupe de champagne oubliée, à côté de son clavier. Son regard s'arrêta brusquement sur un nom, Claire Dubois. Un picotement lui monta à la nuque. Le nom résonna dans sa mémoire comme une cloche trop familière. Cela faisait des années. Leur divorce avait été propre, sans scandale, mais brutal dans son silence. Chacun avait pris un chemin différent. Lui, vers la reconnaissance et les capitaux, elle, vers l'oubli, croyait-il. Pourquoi son nom figurait-il sur cette liste? Par erreur, par provocation. Il serra la mâchoire et, d'un geste aussi rapide que calculé, raya la ligne. Une décision froide, presque instinctive. Il ne voulait pas qu'elle soit là. Elle n'était plus de ce monde. Ce gala était pour ceux qui construisaient, investissaient, façonnèrent l'avenir, pas pour ceux qui faisaient partie du passé. Il n'en parla à personne. Ce genre de détails ne nécessitait pas d'explication. Il poursuivit sa journée, enchaînant réunions et appels avec des investisseurs étrangers, peaufinant son discours pour la soirée. Un texte calibré pour séduire les plus sceptiques et affirmer sa place parmi les géants. Au crépuscule, les décorateurs s'activaient déjà dans la grande salle du Palais Garnier, transformée en écrin doré pour l'événement. Les invitations avaient été envoyées, les badges personnalisés imprimés. Personne ne se doutait du petit coup de ciseau discret de Pierre sur la liste initiale. Mais alors qu'il quittait son bureau pour une dernière répétition avec son équipe de communication, un détail persista dans son esprit. Une sensation étrange, presque imperceptible, celle d'avoir agi trop vite, comme si ce nom, loin d'être un résidu du passé, portait en lui quelque chose d'inachevé. Il chassa l'idée d'un haussement d'épaule. Le succès, pensait-il, exige parfois de faire des choix sans retour, et Claire Dubois faisait désormais partie de ces pages tournées. Ce qu'il ignorait à cet instant précis, c'est que cette décision apparemment anodine venait de déclencher une chaîne d'événements qu'il n'aurait jamais pu prévoir. Une suite de révélations, de confrontations et de retournements qui feraient de cette soirée bien plus qu'un gala d'affaires. Dans les salons feutrés des hôtels parisiens, dans les couloirs du pouvoir, un autre nom circulait déjà avec insistance. Un nom que Pierre pensait avoir effacé, mais qui s'apprêtait à revenir dans sa vie avec une force inattendue, car quelque part, à quelques arrondissements de là, une femme relisait elle aussi son invitation à la Gala des investisseurs, et ce qu'elle s'apprêtait à faire allait non seulement bouleverser la soirée de Pierre Morel, mais remettre en question tout ce qu'il croyait savoir sur le succès, le pouvoir et elle. Ce que Pierre ignorait sur Claire allait faire basculer sa nuit, et peut-être bien plus encore. Dans un immeuble discret du 6e arrondissement, à quelques rues des Jardins du Luxembourg, les stores automatiques se levèrent lentement, laissant entrer la lumière douce d'un matin d'hiver parisien. Claire Dubois était déjà debout depuis plusieurs heures. Ses journées ne commençaient jamais après 8 heures, même les samedis. Depuis qu'elle avait fondé sa société, Action Systems, une start-up spécialisée dans les infrastructures d'intelligence artificielle à usage public, son rythme s'était intensifié, sans jamais faiblir. Elle avait appris très tôt que dans le monde de la technologie, surtout en France, l'efficacité silencieuse avait plus de poids que les démonstrations bruyantes. En robe beige sobre et cheveux attachés en un chignon strict, elle terminait de relire un rapport confidentiel de l'Inspection générale des finances. Ses doigts glissaient rapidement sur les pages numériques d'un écran tactile ultra-mince, technologie développée par l'un des laboratoires qu'Action finançait. Ce n'était pas de la vanité. C'était une stratégie constante, investir dans ce qui allait redessiner les politiques publiques et placer la France à l'avant-garde de l'innovation mondiale. Ce matin-là, pourtant,
une notification inhabituelle interrompit sa concentration. Un message émis depuis le ministère de l'Économie lui confirmait officiellement sa nomination à la tête du Comité national d'innovation technologique. Une nomination attendue mais gardée secrète jusqu'à ce jour. Le décret venait d'être publié discrètement au journal officiel, avec effet immédiat. Le comité, indépendant mais influent, avait pour mission de recommander les projets stratégiques à soutenir par l'État dans les secteurs d'innovation. En clair, Claire devenait l'une des figures les plus puissantes du pays dans le domaine qui autrefois l'avait exclue. Elle ferma doucement la tablette, la posa sur la table en verre et inspira profondément. Pas de sourire, pas de soulagement manifeste, seulement un silence intérieur, dense, qui témoignait d'une victoire plus intime que publique. Le chemin avait été long. Son divorce avec Pierre Morel avait marqué le point de rupture entre ambition partagée et solitude assumée. À l'époque, elle avait proposé une idée embryonnaire de ce qui deviendrait action. Il l'avait écartée poliment, arguant que ce n'était pas le bon moment et que le marché n'était pas prêt. Elle savait déjà que ce n'était pas le marché qui n'était pas prêt, mais lui. Quelques minutes plus tard, son assistante, une jeune diplômée polyglotte au ton mesuré, entra avec une enveloppe noire aux lettres dorées, le carton d'invitation officiel à la gala des investisseurs. Claire le prit, sans empressement. Elle connaissait l'événement, bien sûr. Elle y avait assisté une fois il y a longtemps, en simple accompagnatrice. Elle savait qui l'organisait, et elle savait aussi ce que ce gala représentait pour Pierre. Elle lut attentivement la carte. Cette fois, elle n'était pas une invitée ordinaire. En tant que présidente du comité, elle était conviée comme invitée d'honneur. Le protocole exigeait sa présence. La date était fixée. Le lieu, somptueux. Le château de Versailles. Un décor à la hauteur des égaux qui l'abritaient. Elle reposa l'invitation sur la table, reprenant le dossier en cours. Mais dans son regard, un éclat nouveau trahissait une détermination qu'aucun titre ne suffisait à définir. Claire n'avait pas l'intention d'y aller pour saluer Pierre, ni pour provoquer une confrontation théâtrale. Ce n'était pas une revanche, c'était une étape, un moment où elle allait pouvoir, en toute légitimité, affirmer la direction que devait prendre la France en matière de technologie, avec ou sans l'approbation de ceux qui l'avaient jadis sous-estimée. Elle convoqua immédiatement une réunion avec ses conseillers pour préparer son intervention. Son discours devait refléter l'indépendance, la rigueur, mais aussi la vision. Elle ne voulait ni flatter ni dénoncer. Elle voulait montrer que le temps de l'ancienne garde touchait à sa fin, non par vengeance, mais parce que les enjeux du futur exigeaient d'autres voix, d'autres visages, d'autres récits. Le reste de la journée fut consacré à peaufiner les éléments de langage, à coordonner discrètement sa venue avec le ministère, à répondre à quelques sollicitations journalistiques, toutes ignorées pour l'instant. Elle ne ferait aucune déclaration avant le gala. Sa présence là-bas en serait une à elle seule. Le soir venu, seule dans son appartement au design épuré, elle observa un instant une photo encadrée qu'elle n'avait jamais retirée. Elle, bien plus jeune, dans un laboratoire universitaire, entourée d'étudiants enthousiastes, un prototype rudimentaire dans les mains. Ce souvenir, loin d'être nostalgique, représentait le point d'ancrage de tout ce qu'elle avait bâti. Elle n'avait pas oublié d'où elle venait, mais elle savait exactement où elle allait. Lorsqu'elle éteignit les lumières pour la nuit, elle ne pensa pas à Pierre, pas directement. Elle pensa à la salle du gala, au visage qu'elle y verrait, au discours creux qu'on y entendrait, au regard condescendant qu'elle croiserait peut-être. Et elle sourit, cette fois, imperceptiblement. Car ce que personne ne savait encore, c'est que Claire Dubois, celle qu'on croyait disparue du grand échiquier de l'innovation, venait de prendre la tête d'une institution qui orienterait chaque décision stratégique du pays pour les années à venir. Et elle n'était pas là pour répéter les modèles anciens, elle était là pour les réécrire. Elle décida qu'elle irait à cette gala, non pas pour se montrer, non pas pour Pierre, mais pour montrer à tous ceux qui pensaient maîtriser les règles du jeu, qu'ils jouaient désormais sur un nouveau plateau. Le jour précédant la gala, les couloirs d'Innovatech, habituellement feutrés et ordonnés, résonnaient d'un empressement inhabituel. Le service de communication, les responsables de protocole et l'équipe événementielle s'activaient sous une tension croissante. Pierre Morel, retranché dans son bureau vitré au sommet de l'immeuble, ne cessait d'enchaîner les réunions, le regard rivé sur les écrans, les oreilles connectées à plusieurs canaux de messagerie interne. Chaque détail de la soirée devait être contrôlé, calibré, anticipé.
Rien ne devait être laissé au hasard. Il avait bâti sa carrière sur la maîtrise absolue et il n'avait aucune intention de laisser place à l'improvisation maintenant. Pourtant, malgré les efforts, un imprévu s'infiltra dans son programme, aussi silencieux que dérangeant. En fin de matinée, son assistante personnelle frappa à la porte, visiblement tendue. Elle portait une tablette à la main et n'attendit pas d'y être invitée pour parler. D'une voix contenue mais ferme, elle annonça qu'un changement de dernière minute venait d'être communiqué par le ministère de l'économie. Une nouvelle autorité, classée au plus haut niveau de priorité protocolaire, venait d'être confirmée pour la gala, à l'initiative directe du cabinet du ministre. Pierre fronça les sourcils. Ce genre d'intervention, surtout à quelques heures de l'événement, le mettait hors de lui. Il demanda immédiatement le nom de cette autorité. L'assistante haussa les épaules, gênée. Le ministère n'avait pas encore transmis l'identité de la personne, invoquant des raisons de discrétion sécuritaire. Tout ce que l'équipe savait, c'est qu'il s'agissait d'un invité dont le discours ouvrirait officiellement la soirée et que des mesures spéciales de sécurité devaient être intégrées au plan initial. L'agacement de Pierre fut immédiat. Il n'aimait pas les zones d'ombre. Encore moins dans un contexte où sa réputation était en jeu, il exigea que son responsable de protocole obtienne des réponses. En attendant, il fit convoquer une réunion de crise avec les organisateurs de l'événement, les chefs de sécurité et les partenaires logistiques. Tout devait être réadapté pour l'arrivée de cette figure mystérieuse. Pendant ce temps, au sein de l'équipe chargée de la coordination sur place, l'agitation montait. Les prestataires réimprimaient des badges, les techniciens reprogrammaient les projecteurs pour une nouvelle séquence d'entrée et la disposition des sièges de première rangée fut entièrement revue pour y intégrer ce nouveau nom qui, pour l'instant, demeurait absent de toute liste publique. Les médias n'avaient rien filtré et cela en soi était déjà inhabituel. Dans son bureau, Pierre fit les 100 pas. Il n'aimait pas perdre le contrôle et encore moins l'illusion du contrôle. Chaque minute sans information nourrissait une inquiétude sourde. Il songea à appeler directement le ministre, mais se ravisa. Une telle démarche pouvait sembler disproportionnée. Et puis, il avait d'autres urgences à gérer. Des journalistes attendaient ses réponses. Ses associés étrangers voulaient des garanties de visibilité et la finalisation de son propre discours devait encore être validée. Il tenta de se reconcentrer, mais l'incident continuait de trotter dans son esprit. Qui pouvait bien mériter une telle attention du ministère? Quel nom avait assez de poids pour s'imposer sans prévenir et bouleverser le programme d'un des événements économiques les plus attendus de l'année? Un ambassadeur étranger? Un chef d'État? Une personnalité du monde scientifique récemment décorée? Les spéculations allèrent bon train, mais aucune ne lui semblait tenir. Ce n'est que bien plus tard, à la fin de l'après-midi, que la réponse tomba. L'enveloppe scellée portant le tampon officiel du gouvernement arriva entre les mains de son assistante qui la lui transmit sans un mot. Pierre s'en empara et s'enferma dans son bureau. Il déchira le sceau, le cœur battant. Ce n'était pas de la peur. C'était une forme d'appréhension qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Il déplia la feuille. Le nom inscrit au centre du document le frappa comme un coup sec en plein estomac. Claire Dubois, présidente du Comité national d'innovation technologique. Il relut plusieurs fois comme si le nom allait changer sous ses yeux, mais il restait le même. Claire, son ex-femme. La femme qu'il avait rayée de la liste de la gala quelques jours plus tôt, avec une légèreté qu'il considérait alors comme stratégique. La même femme qui, désormais, apparaissait non seulement comme une autorité de premier plan, mais comme l'invité d'honneur de la soirée qu'il organisait lui-même. Il sentit une chaleur monter à son visage. Un mélange de gêne, de colère, de confusion. Il comprenait soudain ce que signifiait la mention de discours d'ouverture. Ce n'était pas une formalité, c'était une prise de position, une affirmation institutionnelle. Claire Dubois n'était pas là en tant qu'ancienne partenaire, elle était là en tant que dirigeante, et tout ce qu'il pensait avoir contrôlé venait de lui échapper. Il pensa à ce moment précis où il avait rayé son nom de la liste, presque par automatisme. Il revoyait son geste, son air froid, son sentiment de supériorité tranquille. Ce même geste prenait maintenant une autre dimension. Il avait, sans le savoir, exclu publiquement la personne la plus importante de la soirée. Le téléphone sonna. C'était l'un de ses associés qui demandait des explications sur cette présence surprise dont les rumeurs commençaient à se répandre.
Pierre coupa court à la conversation. Il avait besoin de réfléchir, de réévaluer chaque choix fait depuis cette décision. Il savait déjà que la soirée ne se déroulerait pas comme prévu et que, quoi qu'il tente, rien ne pourrait effacer le geste symbolique et désormais irréversible qu'il avait commis. Dans le silence qui suivit, il se rassit lentement, les yeux fixés sur le nom de Claire. Il ne savait pas comment elle réagirait. Il ne savait pas si elle comptait utiliser cette tribune pour régler d'anciens comptes ou si elle choisirait de l'ignorer, de l'éclipser avec élégance. Tout ce qu'il savait, c'est qu'à partir de cet instant, il n'était plus le centre de l'attention. Et, pour la première fois depuis des années, Pierre Morel comprit ce que cela faisait d'être en dehors du plan. Le lendemain matin, la lumière hivernale perçait à travers les immenses baies vitrées du siège d'Innovatech, mais rien n'apportait de clarté à l'esprit de Pierre Morel. L'enveloppe officielle, désormais ouverte et froissée, traînait sur son bureau, à moitié recouverte de dossiers en désordre. La nuit avait été courte, agitée de pensées tournant en boucle, sans réponse ni répit. Le nom de Claire Dubois ne quittait pas son esprit. Il l'avait effacé. L'effacer, pensait-il, c'était l'éloigner. C'était maintenir une frontière nette entre son monde et le passé. Mais ce passé n'avait pas seulement ressurgi. Il s'était imposé au cœur même de son moment de gloire. Et maintenant, l'ancienne épouse devenait l'hôte principal d'une soirée qu'il avait lui-même façonnée. À 8 heures précises, son chef de protocole entra avec le document final, le programme imprimé de la gala, relié en cuir noir, estampillé du sceau du comité national. Pierre l'ouvrit lentement, presque à contre-cœur. La première page contenait l'intitulé officiel de la soirée, les remerciements aux sponsors, les mentions des partenaires gouvernementaux. Puis, au centre, sur une double page soigneusement mise en page, le nom apparaissait en lettres dorées. Claire Dubois, présidente du Comité national d'innovation technologique, invitée d'honneur. Juste en dessous, une mention en italique précisait « Allocution d'ouverture suivie d'un mot du président d'Innovatech, Pierre Morel ». La hiérarchie protocolaire était nette. Elle parlerait la première. Elle serait la figure centrale. Lui viendrait après. Ce n'était pas une inversion de rôle. C'était un déplacement symbolique du pouvoir. Et il n'y avait plus rien à faire. Il contacta discrètement les organisateurs pour tenter, au moins, d'ajuster l'ordre des interventions. Il prétexta une cohérence narrative, une logique de discours. Mais on lui répondit avec des phrases polies et définitives. Les décisions venaient d'en haut, validées par le ministère. Impossible de modifier quoi que ce soit sans créer un incident diplomatique. C'était terminé. Toute tentative de négociation apparaîtrait pour ce qu'elle était, un aveu de faiblesse. Pierre prit alors la seule décision qu'il jugeait encore à sa portée, faire comme si de rien n'était. Il allait maintenir l'allure, l'élégance, le calme. Il revêtirait son costume 3 pièces gris, maîtriserait son discours au mot près, accueillerait les invités avec le sourire professionnel qui l'avait toujours servi. Mais à l'intérieur, une faille s'était ouverte. Il sentait que cette soirée ne serait plus son triomphe. Elle allait appartenir à quelqu'un d'autre. Quelques heures plus tard, alors que les derniers préparatifs se mettaient en place au château de Versailles, une agitation nouvelle s'empara de l'équipe logistique. Des instructions de sécurité supplémentaires arrivèrent. Une voiture officielle, avec escorte, déposerait la présidente du comité à l'entrée principale. Une haie d'honneur serait formée pour son arrivée. Les caméras seraient orientées vers elle dès sa descente. L'équipe audiovisuelle reçut l'ordre de prévoir un éclairage spécifique sur le podium à son arrivée. Tout était pensé pour l'élever, la mettre en valeur, et chaque détail soulignait l'importance de sa présence. Pierre, malgré lui, observait cette mécanique se mettre en place. Il comprenait ce qu'il avait déclenché. Il avait cru pouvoir gommer un nom sans conséquence. Mais ce nom, en l'effaçant, il l'avait, ironiquement, rendu plus central encore. Il avait révélé ce qu'il avait voulu cacher. La décision de l'exclure s'était transformée en geste public, même s'il n'avait jamais été annoncé. Et maintenant, le monde découvrirait qu'il n'avait pas seulement ignoré Claire, il l'avait symboliquement rejetée, au moment même où elle incarnait l'avenir de la technologie française. Il tenta une dernière démarche. Il appela Claire, pas directement. Il envoya un message via une secrétaire du ministère, demandant à la rencontrer, même brièvement, avant la soirée. Il ne reçut aucune réponse. Le silence, cette fois, était éloquent. La veille du gala, Pierre se retrouva seul dans son appartement, assis devant son discours, incapable de le terminer.
Les phrases lui semblaient creuses, les mots creux. Que dire après elle? Comment parler d'innovation, d'avenir, de vision, quand celle qui incarnerait tout cela était précisément celle qu'il avait tenté d'effacer? Il se rappela de leurs premières années, des idées partagées, de leur passion commune pour la technologie, des discussions longues autour de projets qui semblaient irréalisables à l'époque, et de ce moment précis où, par orgueil ou par peur, il avait décidé qu'elle n'avait plus sa place à ses côtés. Il comprit alors que le problème n'était pas sa présence à la gala. Le vrai problème, c'était qu'elle avait avancé sans lui. Elle avait pris un chemin différent, s'était reconstruite, avait gagné en puissance sans jamais chercher à se venger, et c'était cette absence de revanche qui le désarmait le plus. Elle n'était pas revenue pour le défier, elle était simplement revenue à sa place, celle qu'il avait refusé de lui reconnaître. Au petit matin, il ajusta ses boutons de manchette en silence. Il savait que la soirée ne lui appartenait plus. Il savait qu'il ne serait pas celui dont on parlerait. Mais il n'avait plus le choix. Il devait y aller, faire face, tenir son rôle, car désormais le seul pouvoir qu'il lui restait, c'était d'assister à l'entrée de Claire Dubois et d'espérer qu'elle ne transformerait pas cette gala en jugement silencieux. Mais il le pressentait déjà, elle n'aurait même pas besoin de le faire. Son nom, qu'il avait effacé de la liste, s'était imprimé sur tous les programmes, toutes les annonces, toutes les attentions. Et cette fois, personne ne pourrait l'ignorer. Le grand salon du château de Versailles brillait de mille feux. Des lustres d'époque, étincelant au-dessus des têtes, baignaient la salle d'une lumière dorée et solennelle. Chaque élément de décor avait été pensé pour impressionner. Les colonnes habillées de drapés crème, les tables en marbre surmontées de compositions florales aux teintes sobres et les serveurs en gants blancs qui évoluaient sans un mot, porteurs de coupes de champagne millésimées. L'élite de la technologie, de la finance et de la politique française était réunie là, échangeant des sourires maîtrisés et des phrases soigneusement formulées. Les appareils photos crépitaient, çà et là, mais le calme apparent dissimulait une tension croissante. Tous attendaient l'arrivée de l'invité d'honneur. Pierre Morel, vêtu d'un smoking noir parfaitement ajusté, se tenait près du centre de la pièce, entouré de quelques partenaires étrangers. Son sourire professionnel était en place, ses gestes calculés mais son esprit ailleurs. Il ne cessait de jeter des coups d'œil vers les portes principales du salon, celles qui, selon le nouveau protocole, seraient ouvertes à l'entrée de Claire. Chaque minute semblait allonger le silence intérieur qu'il tentait de maîtriser. Il n'avait pas revu Claire depuis des années, et il s'apprêtait à la retrouver non dans l'intimité d'une conversation privée, mais au cœur d'un théâtre social où chaque regard compterait. Soudain, un frémissement parcourut la salle. Les portes s'ouvrirent lentement, sans musique ni annonce excessive. Seule la tension palpable fit comprendre à tous que l'instant était arrivé. Les caméras pivotèrent, les regards se tournèrent, le silence s'imposa, naturel, total. Claire Dubois venait d'entrer. Elle portait une robe bleu marine taillée avec une élégance minimaliste, sans ornements inutiles. Le tissu fluide dessinait une silhouette droite, assurée, sans arrogance. Aucun bijou ostentatoire, seulement une montre fine et un badge discret du Comité national sur la poitrine. À ses côtés marchaient deux membres du gouvernement, l'un du ministère de l'économie, l'autre des affaires numériques, ainsi qu'une jeune responsable d'un centre de recherche provincial. Ce détail inattendu ne passa pas inaperçu. Claire n'était pas venue seule, mais accompagnée d'une délégation qui montrait clairement sa volonté de représenter autre chose qu'un simple poste prestigieux. Elle était là en tant qu'autorité, mais surtout en tant que symbole d'un nouveau modèle. Les journalistes, préparés depuis des heures à capter cet instant, déclenchèrent leur flash. Le tapis rouge improvisé vibrait sous les pas calmes de la présidente du comité. Pierre, bien que figé, observait chaque détail. Il remarqua la démarche sûre de Claire, l'absence de regard vers lui, l'indifférence maîtrisée de son visage. Il n'y avait ni provocation, ni nostalgie. Seulement une présence affirmée, incontestable. Elle avançait comme quelqu'un qui avait sa place, pas comme une revenante, mais comme une figure centrale. Ce fut là, plus encore que son titre, que se situait le choc. À son entrée dans la salle, les conversations s'étaient tues. Puis, peu à peu, un murmure de reconnaissance, suivi d'applaudissements spontanés, s'éleva. Certains visages affichaient une admiration sincère, d'autres, une surprise mal dissimulée. Et quelques-uns, comme celui de Pierre, restaient immobiles,
comme en suspens. Ce qui devait être sa soirée devenait autre chose. Il n'avait plus le contrôle. L'atmosphère s'était réorganisée autour d'un nouveau centre. Claire s'approcha des organisateurs, échangea quelques mots sobres, remercia le personnel, salua les ambassadeurs. Puis elle prit place à la table centrale, à gauche du pupitre où aurait lieu le discours d'ouverture. À aucun moment, elle ne croisa le regard de Pierre. Pas même une allusion visuelle. Et cela, plus que tout, frappa l'assistance. Car dans les cercles étroits de ce type d'événement, tout se sait, tout se devine. La tension entre eux devenait visible dans ce qui n'était pas dit, dans ce qui n'était pas fait. L'animateur de la soirée, un journaliste renommé du secteur économique, annonça alors le début des discours. Il rappela brièvement le contexte de la soirée, les objectifs du gala, puis annonça la montée sur scène de l'invitée d'honneur, Madame Claire Dubois. Les projecteurs s'allumèrent, les micros s'ouvrirent. La salle entière se figea de nouveau. Claire monta les 3 marches du podium sans précipitation. Elle prit place derrière le pupitre, régla elle-même le micro et posa devant elle un feuillet finement plié. Pas de discours long, pas de manifeste. Mais dès les premières phrases, le ton était donné. Calme, posé, mais sans détour. Elle commença par remercier les organisateurs et les participants, soulignant l'importance de ce genre d'initiative pour connecter les acteurs de la technologie à ceux de l'action publique. Puis, lentement, elle aborda le thème de l'exclusion. Pas en termes émotionnels, mais comme un phénomène systémique dans le secteur de l'innovation. Elle évoqua les talents oubliés, les projets refusés, les visions enterrées trop tôt. Sans nommer personne, elle racontait ce que tant savaient mais n'osaient dire. Son expérience devenait universelle. Dans notre domaine, dit-elle, il est fréquent qu'un nom soit ignoré, qu'une idée soit jugée trop audacieuse, ou que certaines personnes soient simplement mises de côté parce qu'elles ne rentrent pas dans les codes établis. Mais l'innovation n'est jamais née de la conformité. Elle marqua une pause, laissa les mots se déposer dans le silence, puis conclut « Il arrive qu'en nous effaçant, on pense nous faire disparaître. Mais parfois, c'est ce geste même qui nous pousse à construire ailleurs, plus fort, plus haut. » Les applaudissements furent immédiats, longs, profonds, un mélange d'émotions contenues et de reconnaissance collective. Pierre, toujours debout, dut forcer ses mains à applaudir mécaniquement. Il n'avait rien à répondre. Son discours, écrit la veille, lui semblait désormais vide, hors de propos. Il comprenait que le gala ne serait pas son moment. Il assistait à autre chose, la reconnaissance d'une figure qu'il avait tenté d'écarter, et que le monde, ce soir-là, remettait au centre de la scène. Le regard fixe, il observa Claire descendre du podium, accueillie par une vague de journalistes et de responsables venus la féliciter. Aucun ne se dirigea vers lui. Ce qu'il avait craint, sans se l'avouer, était en train de se produire. Mais le pire restait à venir. Car le moment du salut officiel approchait, celui où il devrait s'avancer et, devant toute l'assistance, tendre la main à la femme qu'il avait exclue. Et Claire, en public, allait choisir de lui répondre, ou non. Lorsque Claire retourna à sa place, la salle vibrait encore de l'écho de ses mots. Elle n'avait pas eu besoin de hausser le ton, de pointer du doigt, ni d'user de phrases choc. Tout était dans le choix précis des termes, dans le rythme calme de son élocution, dans l'assurance de son regard qui balayait la salle sans jamais chercher l'approbation. Elle n'était pas venue convaincre, elle était venue affirmer. Et chaque syllabe qu'elle avait prononcée semblait avoir fait mouche. À travers un discours technique, limpide et sans envolée théâtrale, elle avait réussi à glisser ce que beaucoup prenaient maintenant pour un manifeste discret mais implacable, celui d'une génération que l'on avait jugée trop tôt, d'un talent qu'on avait laissé de côté, d'une voix qu'on n'avait pas voulu entendre jusqu'à ce qu'elle devienne impossible à ignorer. Pierre, assis à quelques mètres de la scène, n'avait pas quitté des yeux clairs pendant toute la durée de son allocution. Il ne savait pas exactement ce qu'il ressentait. Il y avait un mélange étrange de gêne, d'admiration contrariée, de frustration rentrée. Une partie de lui reconnaissait la force de son intervention, la maîtrise avec laquelle elle avait retourné à son avantage un espace qui lui avait été refusé des années plus tôt. Une autre partie, plus profonde, plus orgueilleuse, ne pouvait s'empêcher de voir là une déclaration implicite. Pas d'attaque frontale, non, mais un miroir tendu, dans lequel il se voyait tel qu'il avait été, certain de ses choix, aveugle à ce qu'ils avaient détruit. Lorsque son propre nom fut annoncé pour la suite du programme, il sentit ses épaules se raidir.
Il monta sur scène avec son aisance habituelle, mais l'atmosphère avait changé. Ce n'était plus une salle en attente, ouverte à l'inspiration. C'était un public déjà conquis, attentif mais critique. Il commença son discours par les remerciements protocolaires, mentionna le soutien de l'État, le dynamisme du secteur, la croissance de sa propre entreprise. Mais quelque chose sonnait faux. Les phrases qu'il avait peaufinées n'avaient plus la même résonance. Il parlait d'innovation, mais l'image qui occupait les esprits était celle d'une femme qu'il avait tenté d'effacer de la soirée. Et chaque mot qu'il prononçait semblait se heurter au souvenir de ce qu'elle avait dit. Il accéléra la cadence, écourta certains passages, sauta des transitions. En descendant de scène, il n'eut droit qu'à des applaudissements polis. Ce n'était pas un échec, mais ce n'était pas un triomphe non plus. Il regagna sa table avec un goût amer dans la bouche, conscient que ce soir, il n'était plus la figure centrale qu'il avait cru être. Vint alors le moment des salutations officielles. L'ordre du protocole prévoyait une séquence précise où les figures majeures de la soirée se saluaient publiquement. Un geste filmé capté par la presse, censé incarner la coopération entre secteur privé et institutions publiques. Pierre fut désigné pour s'avancer vers Claire. Les photographes se positionnèrent. Les invités se turent. Il fit les quelques pas qui le séparèrent d'elle, le visage neutre, la main tendue. L'image devait être lissée, sans aspérité. Il ne s'agissait pas de rejouer une scène intime. Il s'agissait de montrer une entente civile, de donner au public une photo d'unité, d'intelligence partagée, mais rien ne se passa comme prévu. Claire se leva lentement, observa la main tendue et sans colère ni théâtralité, inclina simplement la tête dans un signe bref de reconnaissance, mais sans la serrer. Puis, elle se tourna vers un autre interlocuteur, engageant la conversation avec un naturel désarmant, comme si ce geste n'avait jamais eu lieu. Le refus n'était pas frontal, il n'était pas agressif, il était pire que cela, silencieux, limpide, incontestable. Un nom qui n'avait besoin d'aucun mot. Le malaise fut immédiat. Un souffle parcourut la salle, discret mais saisissant. Les flashs captèrent l'instant. Pierre resta un bref instant figé, puis rétracta sa main avec une discrétion presque honteuse. Il regagna sa place sans un mot. Autour de lui, les conversations avaient repris, mais plus aucun regard ne le cherchait. Tout s'était tourné vers Claire, vers ce geste qui, par son absence, avait tout dit. Les heures qui suivirent virent circuler les vidéos de la scène sur les réseaux sociaux. Des extraits du discours de Claire furent montés, partagés, analysés. Les journalistes titrèrent déjà « Une présidente efface l'effaceur », le retour de Claire Dubois, quand l'innovation répond sans un mot. Dans les coulisses, les murmures allèrent bon train. Des partenaires d'affaires autrefois indéfectiblement liés à Pierre commençaient à échanger des cartes avec l'entourage de Claire. Des conseillers politiques notèrent son aisance, sa précision, son pouvoir de captiver une salle sans chercher à la dominer. Il devenait clair que le rapport de force venait de basculer. Dans la voiture qui le ramenait chez lui, Pierre ne disait rien. Son téléphone vibrait sans cesse, inondé de notifications, de demandes de commentaires, de messages internes, cherchant à comprendre ce qu'il s'était passé. Mais il ne répondait à rien. Il fixait le vide, revivant encore et encore la scène du refus. Il n'avait pas été humilié. Il avait été relégué, mis de côté sans être attaqué, écarté sans bruit. Et cela faisait bien plus mal que n'importe quelle confrontation. Ce qu'il avait sous-estimé n'était pas la colère de Claire. Il avait cru qu'elle viendrait régler des comptes, faire un discours revanchard, peut-être même provoquer un scandale discret. Mais elle n'avait rien fait de tout cela. Elle avait simplement existé, pleinement, sans chercher à écraser qui que ce soit. Et c'était cela, précisément, qui l'avait mis face à sa propre petitesse. Il réalisa que cette soirée, censée être l'apogée de sa trajectoire, marquait en réalité un tournant. Non pas un effondrement brutal, mais une redéfinition lente de son rôle dans l'écosystème qu'il croyait dominer. La technologie évoluait, les figures changeaient, les voix montaient. Et lui, figé dans ses certitudes, n'avait pas vu venir ce qui se dessinait. Dans l'ombre silencieuse de la nuit parisienne, il comprit qu'il n'avait plus le choix. S'il voulait continuer à exister dans ce monde en mouvement, il devrait revoir tout ce qu'il pensait savoir. Et cela commencerait peut-être par reconnaître à lui-même d'abord qu'il avait eu tort, pas seulement de l'avoir effacé de la liste, mais de ne jamais l'avoir considéré à sa juste valeur. Le lendemain de la gala, Paris se réveilla avec une nouvelle tonalité dans ses médias. Les journaux économiques, les sites spécialisés en technologie
Et même les rubriques politiques avaient un sujet commun: la présence remarquable de Claire Dubois au château de Versailles et surtout le geste évité entre elle et Pierre Morel. Ce qui aurait pu rester un détail discret dans une soirée protocolaire avait été immortalisé par les caméras et partagé par des dizaines d'observateurs en temps réel. L'image figée du PDG d'Innovatech tendant la main et celle de Claire se contentant d'un hochement de tête avant de détourner le regard faisait désormais le tour des réseaux professionnels. Le contraste entre la puissance de sa posture et le calme de son refus avait suffi à déclencher une onde médiatique inattendue. Sur LinkedIn, des centaines de cadres et dirigeants commentaient déjà l'événement. Certains saluaient la maîtrise de Claire, d'autres tentaient de minimiser la portée du geste. Mais très vite, une lecture s'imposa. Il ne s'agissait pas seulement d'une scène de retrouvailles tendues entre deux figures du secteur. C'était devenu pour beaucoup une métaphore d'un changement plus profond, l'incarnation d'un ancien monde qui refusait de céder la place à une nouvelle génération de leaders, plus sobres, plus conscients des enjeux structurels, plus inclusifs. Et Claire, par son attitude, par son silence, avait su capter cette attente collective. Dans les bureaux d'Innovatech, l'ambiance s'était tendue. Les premiers emails internes mentionnaient la couverture médiatique. Des investisseurs habituels demandaient à parler à Pierre. Plusieurs partenaires se montraient soudain moins disponibles pour les réunions prévues. Et, plus inquiétant encore, certains journalistes économiques exigeaient des réponses concrètes sur un point précis: la rumeur selon laquelle Claire Dubois avait été initialement retirée de la liste des invités par Pierre lui-même. Ce détail, que très peu de personnes savaient, semblait avoir fuité. Et cela changeait tout. Le simple fait d'avoir effacé son nom, puis d'avoir dû la voir revenir en tant que figure centrale de la soirée, apparaissait maintenant comme une faute stratégique, voire éthique. Les analystes commençaient à remettre en question la capacité de Pierre à anticiper les dynamiques du secteur. Son image de visionnaire en prenait un coup. Il n'était plus perçu comme un innovateur, mais comme un représentant d'une élite technologique qui tentait de verrouiller son influence, même au prix de choix douteux. Dans une salle de réunion fermée, Pierre faisait face à ses associés les plus proches. Le silence qui planait depuis quelques minutes était lourd. Aucun d'entre eux n'osait formuler frontalement la question, mais le sous-entendu était clair. Qu'avait-il en tête en écartant Claire Dubois d'un événement aussi exposé, alors même que sa nomination à un poste stratégique était imminente? Il tenta de se justifier. Manque d'informations à l'époque, décision logistique, erreur sans importance, mais personne ne semblait convaincu. Pire, ses explications donnaient l'impression d'une mauvaise foi défensive, d'un homme dépassé par une réalité qu'il avait tenté de contenir. Pendant ce temps, Claire poursuivait son activité comme si de rien n'était. Aucune déclaration publique, aucun commentaire à la presse. Elle se contentait de répondre aux sollicitations institutionnelles, de signer des accords avec des centres de recherche, d'organiser des comités d'évaluation de projets innovants. Mais chaque mouvement de sa part semblait désormais scruté, et sa réputation grandissait à une vitesse que Pierre n'aurait jamais anticipée. Elle était devenue l'incarnation d'une réussite fondée sur le silence, la stratégie, la patience, des qualités que lui-même revendiquait jadis, mais qui lui échappaient de plus en plus. Les tensions internes montaient. Certains membres du conseil de direction d'Innovatech évoquaient la nécessité d'une prise de parole publique. Fallait-il publier un communiqué? Reprendre le contrôle de la narration? Organiser une conférence de presse pour rétablir les faits? Pierre hésitait. Tout geste trop visible pourrait aggraver la perception de panique. Tout silence prolongé donnerait l'impression de confirmation tacite. Il se retrouvait coincé dans un piège dont il avait lui-même déclenché le mécanisme. L'après-midi, lors d'un appel de suivi avec l'un des plus gros fonds d'investissement liés à Innovatech, la question tomba: est-il vrai que le projet phare d'Innovatech pourrait ne pas être retenu pour les prochains financements publics? Le doute était jeté, et cette simple interrogation montrait que la confiance s'effritait. L'aura de Pierre avait perdu de sa solidité. Il n'était plus le dirigeant intouchable que l'on écoutait sans poser de questions. Il devenait un acteur à surveiller, peut-être à remplacer à moyen terme si les résultats venaient à flancher. Ce qu'il n'avait pas encore compris, c'est que Claire s'apprêtait à faire plus que reprendre sa place dans l'espace public. Elle préparait une décision qui allait toucher directement à l'un des piliers économiques d'Innovatech.
Une décision technique, argumentée, mais qui aurait un impact brutal, la disqualification d'un contrat d'envergure auquel Pierre tenait plus que tout. Et dans les coulisses du pouvoir, cette décision était déjà en cours d'exécution. Claire, dans son bureau au mur tapissé de données et de projections, relisait les conclusions du comité d'experts. Le projet présenté par Innovatech ne répondait plus aux nouveaux critères. Trop centralisé, trop dépendant de modèles obsolètes, trop peu ouvert aux coopérations avec les régions. Elle n'avait pas eu besoin d'intervenir pour orienter l'analyse. Elle s'était contentée de poser un cadre juste. Et ce cadre, sans forcer le destin, révélait d'autres talents, d'autres propositions venues de territoires souvent ignorés. Elle savait que cette décision serait lue comme une vengeance, mais elle n'en avait cure. Pour elle, il ne s'agissait pas de Pierre, il s'agissait d'un système et d'une opportunité d'ouvrir les portes à des acteurs qui, comme elle, avaient été écartés trop tôt. Ce n'était pas un règlement de compte, c'était une remise à niveau. Le lendemain, l'annonce officielle tomberait, et ce serait le coup le plus dur porté à la structure de pouvoir qu'il avait patiemment bâtie. Sans bruit, sans conflit, juste avec un choix que personne ne pourrait contester, et qui allait lui coûter des millions. La nouvelle tomba à 7h30, relayée par un communiqué officiel publié sur le site du Comité national d'innovation technologique. Sobre, factuel, sans emphase, le projet Novagrid, porté par la société Innovatech, ne répond pas aux critères actualisés de décentralisation et d'impact territorial. À ce titre, il ne figure pas parmi les initiatives sélectionnées pour bénéficier des investissements publics stratégiques de l'année à venir. Quelques lignes en dessous, un nom encore peu connu apparaissait en tête de liste, Link.AI, une jeune start-up fondée par une équipe d'ingénieurs issus d'un centre universitaire situé dans la région d'Auvergne. Une entreprise modeste, mais dont le modèle décentralisé et la logique d'inclusion territoriale avaient séduit le comité d'experts. À peine quelques minutes plus tard, les agences de presse reprenaient l'information. Le rejet du projet de Pierre Morel faisait l'effet d'un séisme dans le secteur technologique. Non seulement parce qu'Innovatech était, jusqu'ici, considéré comme l'un des piliers de l'innovation française, mais surtout parce que Novagrid représentait le projet phare de la maison. Un développement d'envergure censé propulser l'entreprise dans une nouvelle ère énergétique numérique, appuyée par des mois de lobbying, de présentations techniques et de campagnes de communication ciblées. Le refus public, clair et sans appel, était plus qu'un revers financier. C'était une déclaration politique. Dans les étages d'Innovatech, le choc fut immédiat. Les actionnaires s'échangeaient des messages alarmés, des réunions d'urgence étaient convoquées et les analystes tentaient de calculer les pertes potentielles. On parlait d'un manque à gagner de près de 100 millions d'euros en financement public, sans compter les partenariats privés qui risquaient de se retirer à la suite de cette décision. Plusieurs investisseurs étrangers contactèrent immédiatement leurs conseillers juridiques, inquiets de la stabilité du projet dans lequel ils avaient placé leur confiance et leur argent. Pierre, lui, apprit la nouvelle depuis un mail direct du ministère, quelques minutes avant la publication. Il lut le message une fois, puis une seconde, incrédule. Son visage resta impassible, mais ses mains tremblaient légèrement. Il tenta de respirer lentement, d'analyser la situation comme une variable de gestion, un imprévu stratégique qu'il saurait contourner. Mais la vérité s'imposait à lui plus durement que prévu. Il avait perdu, pas dans une bataille médiatique, ni dans un débat idéologique. Il avait perdu sur le terrain qu'il pensait maîtriser parfaitement, celui de la compétence technique, de la capacité d'exécution, de l'innovation pure. Et ce verdict venait d'une commission présidée par une femme qu'il avait autrefois reléguée au second plan. Rapidement, la presse se divisa. Certains y voyaient une décision exemplaire, démontrant que le système de sélection était désormais fondé sur des critères objectifs et non sur les réseaux d'influence. D'autres dénonçaient une vengeance déguisée, évoquant la relation passée entre Pierre et Claire, suggérant que cette exclusion n'était pas exempte de considérations personnelles. Mais Claire, fidèle à sa ligne, ne commenta pas. Elle laissa parler les faits. Elle laissa les chiffres circuler, les audits être consultés, les rapports d'expertise expliquer ce qu'elle-même n'avait jamais besoin de verbaliser. Dans son bureau, elle ne célébrait rien. Elle lisait, relisait les lettres d'intention de jeunes start-up, évaluait d'autres projets en attente de validation. Elle poursuivait sa tâche comme si de rien n'était. À ceux qui l'interrogeaient sur la polémique autour de Novagrid, elle répondait simplement
Les critères ont été mis à jour. L'analyse a été menée par un comité indépendant. Je ne suis pas intervenu dans la notation. Et c'était vrai. Elle n'avait pas eu besoin de le faire. Elle avait mis en place un cadre qui, à lui seul, révélait les déséquilibres systémiques du secteur. De son côté, Pierre essaya de reprendre la main. Il convoqua un point presse, tenta de minimiser la portée de la décision, évoqua un malentendu administratif, promit une nouvelle version du projet dans les mois à venir. Mais il parlait dans le vide. Les médias avaient changé de cible. Les journalistes interrogeaient désormais Claire. Les projecteurs s'étaient déplacés. Le débat n'était plus autour de la chute d'Innovatech, mais autour de l'émergence de nouvelles forces venues de régions longtemps oubliées. Link AI, la start-up bénéficiaire du financement, reçut une visibilité soudaine et massive. Leur site web planta sous l'afflux de connexions. Les fondateurs furent invités à des plateaux télévisés. Des articles retraçaient leur parcours, leurs difficultés, leur détermination. Ils devenaient les nouveaux visages de l'innovation française. Et Pierre ne pouvait rien y faire. Il comprit enfin que ce n'était pas seulement une perte de contrat, c'était une perte de crédibilité. Il se voyait déjà contraint de répondre devant son conseil d'administration, de justifier les mois de travail, les sommes dépensées, les stratégies échouées. Il avait cru pouvoir imposer sa vision à coups de chiffres et de slogans. Mais ce qu'il n'avait pas vu venir, c'était cette lame de fond, lente, discrète mais puissante. Un système qui se renouvelait, qui ne voulait plus des logiques centralisées d'antan. Et au cœur de ce renouveau, Claire avançait sans jamais avoir eu besoin de le mentionner. Elle n'avait ni attaqué, ni nommé, ni revendiqué de revanche. Mais elle avait construit une position d'où elle pouvait peser, décider, orienter. Et cela valait plus que n'importe quelle confrontation publique. Pierre, seul dans son bureau, regardait les chiffres rouges défiler sur les écrans de son service financier. Les pertes s'annonçaient sévères. Mais plus que les chiffres, ce qui l'atteignait en profondeur, c'était la clarté du message que le système venait de lui envoyer. Il n'était plus au centre. Il n'était plus celui que l'on consultait par défaut, celui dont la vie faisait autorité. Et désormais, pour tenter de se relever, il allait devoir faire quelque chose qu'il n'avait jamais fait dans sa vie professionnelle, demander de l'aide. Et cette aide, il savait déjà à qui il devrait la demander. Pierre Morel fixait l'écran de son téléphone depuis plusieurs minutes. Aucun mot ne semblait convenir. Chaque tentative de message était aussitôt effacée. Trop formelle, trop sèche, trop personnelle, trop lâche. Il avait construit toute sa carrière autour du principe d'autonomie, d'indépendance stratégique, de domination maîtrisée. Il n'avait jamais eu à demander, seulement à proposer, à imposer ou à refuser. Pourtant, ce matin-là, pour la première fois depuis qu'il avait pris la tête d'Innovatech, il s'apprêtait à faire une démarche qu'il n'avait jamais envisagée. Demander un rendez-vous à Claire Dubois. Il savait que la situation n'était plus soutenable. Le rejet de Novagrid avait enclenché un recul immédiat de confiance des investisseurs. Les fonds internationaux, qui jusque-là suivaient Pierre les yeux fermés, demandaient désormais des garanties. Les indicateurs de stabilité interne fléchissaient. Les collaborateurs les plus expérimentés évoquaient ouvertement la possibilité de rejoindre d'autres entreprises. Il ne s'agissait plus seulement de pertes financières, il s'agissait de réputation, d'influence, d'avenir. Et l'avenir, il l'avait sous-estimé en pensant pouvoir en contrôler les contours. Il finit par taper un message direct qu'il envoya par l'intermédiaire du secrétariat du Comité national d'innovation technologique. « Je souhaiterais m'entretenir avec Madame Dubois dans les plus brefs délais. Je suis disposé à me rendre sur place. » La réponse, laconique mais claire, arriva quelques heures plus tard. « Madame la Présidente accepte la rencontre. Merci de vous présenter au siège du comité demain à 9 h. » Aucun mot superflu, pas de commentaire. Mais une chose était sûre, ce ne serait pas elle qui ferait le premier pas. Le lendemain matin, Pierre franchit les portes vitrées du bâtiment institutionnel situé près de la rue de Grenelle. Loin de l'esthétique hypermoderne de son entreprise, le lieu dégageait une solennité discrète, presque administrative. Les murs sobres, les bureaux épurés, les couloirs silencieux participaient à une mise en scène involontaire. Ici, le pouvoir ne criait pas. Il décidait. Il fut accueilli par un jeune collaborateur qui le guida sans mots vers une salle de réunion. Claire l'y attendait déjà assise, seule, sans aucun dossier devant elle. Elle ne se leva pas. Elle le salua d'un simple regard, l'invitant à s'asseoir d'un geste discret. Il obéit presque mécaniquement.
Aucun mot ne fut prononcé pendant les premières secondes. Le silence, loin d'être gênant, avait la texture d'un espace mesuré, d'une attente consciente. Ce fut Claire qui prit la parole la première. « Je t'écoute ». Pierre inspira longuement. Il s'était promis de ne pas tourner autour du pot. Il devait être direct, lucide, précis. Il exposa brièvement la situation. La perte de financement, les répercussions sur les emplois, les conséquences à long terme pour l'écosystème de l'innovation française si Innovatech s'affaiblissait. Il n'en appelait pas à la compassion. Il cherchait une solution. Claire l'écouta sans l'interrompre, les mains croisées devant elle. Lorsqu'il termina, elle laissa passer un silence. Puis elle dit simplement « Tu veux que je fasse quoi exactement ?» Il hésita. Puis répondit « Une réévaluation technique, une seconde chance, une possibilité d'adapter NovaGrid aux nouveaux critères. » Claire s'appuya légèrement en arrière sur son fauteuil. Son visage resta neutre. Elle réfléchissait, pas pour gagner du temps, mais pour choisir comment formuler ce qu'elle savait déjà devoir dire. « Pierre, le comité est indépendant. Il a suivi une procédure. Tu le sais. Tu as toujours valorisé les règles, la performance, la transparence. Le projet que tu as présenté ne correspond plus aux attentes. Ce n'est pas une question de personne. » Il hocha la tête, reconnaissant en partie le constat. Mais il insista sur le fait que la désignation d'un autre projet n'effaçait pas les capacités de NovaGrid à évoluer. Il proposa de revoir les plans, d'associer des acteurs régionaux, d'ouvrir le modèle à des coopérations nouvelles. Il parlait d'adaptation, de transformation, de modernisation. Et pour la première fois, Claire perçut dans son ton quelque chose qu'elle n'avait jamais entendu chez lui, une ouverture réelle, non pas stratégique, mais sincère. Elle le regarda, longuement. « Tu aurais pu faire tout cela avant, » dit-elle. « Tu avais les moyens, l'influence, le réseau, mais tu as préféré verrouiller. » Pierre ne chercha pas à nier. Il savait qu'elle avait raison. Il tenta toutefois de rappeler les pressions politiques, les obligations de rendement, les exigences du marché, mais elle le coupa. « Tu as surtout eu peur, peur d'être dépassé, peur que d'autres approches fassent mieux. Peur de partager l'espace. C'est pour ça que tu m'as effacé, et aujourd'hui tu découvres que ce que tu croyais pouvoir contrôler t'échappe. » Il baissa les yeux un instant. Pas de honte, mais une reconnaissance tardive. Elle poursuivit, plus calme. « Je ne vais pas réévaluer ton projet. Je ne vais pas intervenir, ce n'est pas mon rôle, mais je ne vais pas non plus te fermer la porte. » Elle ouvrit alors un tiroir de son bureau et en sortit une enveloppe blanche. Elle la posa devant lui sans la faire glisser, juste posée. Elle dit « Tu comprendras quand tu liras. » Il prit l'enveloppe, la glissa dans sa veste, se leva lentement. Il la remercia d'un ton bas, sans détour. Elle acquiesça. Aucun mot d'adieu. Aucune formule de politesse excessive. Il sortit de la salle. Dans l'ascenseur, seul, il tenait l'enveloppe entre ses doigts. Il sentit, avant même de l'ouvrir, qu'elle contenait autre chose qu'un simple document. Une mémoire, un retour, une vérité. Mais ce qu'il ne savait pas encore, c'est que ce qu'il allait découvrir n'était pas un règlement de compte. C'était la démonstration claire que parfois, ce qu'on rejette par peur finit par revenir par la force du réel. Et dans ce réel, il allait devoir revoir toute la façon dont il dirigeait, dont il décidait, dont il croyait mériter sa place. De retour dans son appartement situé au dernier étage d'un immeuble moderne du quartier La Défense, Pierre s'était enfermé dans un silence volontaire. Les rideaux à demi tirés laissaient filtrer la lumière grise de l'après-midi et aucun bruit ne troublait la pièce. Il n'avait pas allumé son téléphone depuis son départ du comité. Pas d'email, pas de message, pas de notification. Il voulait être seul avec ce qui lui restait. Une enveloppe blanche, lisse, non scellée, posée sur la table basse du salon. Il la regardait depuis plusieurs minutes, comme s'il tentait d'anticiper son contenu avant même de la lire. Il avait imaginé un rapport confidentiel, une recommandation stratégique, peut-être une documentation technique oubliée. Mais à mesure que les minutes passaient, il savait qu'il allait y trouver autre chose. Quelque chose de personnel. Il l'ouvrit finalement, lentement, avec une retenue presque cérémonielle. À l'intérieur, aucun document officiel, aucun tampon d'institution. Juste une chemise cartonnée contenant plusieurs feuilles reliées entre elles. Le titre en couverture le figea. Système distribué d'optimisation énergétique pour réseaux hybrides. Application sur infrastructures publiques à faible densité. Il reconnut immédiatement le nom de l'auteur, écrit en haut de la première page.
Claire Dubois. Le choc fut immédiat. Il se rappelait très précisément de ce dossier. Il l'avait entre les mains des années auparavant, à une époque où il partageait encore un espace de travail, des idées, des ambitions communes. Elle lui avait présenté ce projet comme une piste prometteuse. Pour répondre aux enjeux énergétiques en milieu rural, une approche innovante mêlant intelligence artificielle, capteurs locaux et modélisation dynamique de la consommation. Il se souvenait aussi très clairement de sa réponse à l'époque. Il avait levé un sourcil, parcouru les premières pages, puis repoussé la proposition en disant que cela manquait d'applicabilité à court terme, que c'était trop théorique, pas assez mûr pour le marché. En réalité, il n'y avait pas prêté l'attention nécessaire. Il l'avait rejeté avec une indifférence confondue à de la lucidité. Mais ce qu'il avait entre les mains, à présent, c'était le même projet. Celui qu'il avait écarté sans regret. Celui qu'elle avait poursuivi seule, affiné, prototypé, transformé. Et ce projet était devenu l'ossature de la start-up Linkai, celle-là même qui avait remporté le financement que Novagrid avait perdu. Elle n'avait pas repris son idée pour elle. Elle l'avait confiée à d'autres, à ceux qui, comme elle, avaient été écartés trop tôt, à ceux qui avaient encore la capacité de croire sans avoir à convaincre des hommes comme lui. Pierre tourna les pages une à une. Chaque ligne, chaque schéma, chaque équation semblait lui renvoyer une leçon qu'il avait ignorée. Il reconnaissait les annotations manuscrites de Claire dans les marges, les hypothèses qu'elle avait développées en autonomie, les résultats de simulations qu'il n'avait jamais jugés dignes d'intérêt. Il comprenait maintenant que ce n'était pas un simple projet technique, c'était une vision, un manifeste de ce que l'innovation aurait pu être s'il avait été capable d'écouter autrement. Et surtout, il comprenait que Claire ne lui avait pas envoyé ce dossier pour lui reprocher quoi que ce soit. Elle n'y avait joint aucun commentaire, aucun mot, aucune remarque personnelle. Le geste se suffisait à lui-même. Il était sobre, définitif. Elle lui disait « Tu n'as pas cru en moi, mais regarde ce que j'ai fait de ce que tu as rejeté. » Elle ne cherchait pas à le blesser. Elle ne voulait pas de reconnaissance. Elle posait juste un fait, et ce fait disait tout. Pierre se leva et se dirigea vers la baie vitrée. La ville s'étendait devant lui, immense, sans fin, saturée de lumières électroniques et de tours de verre. Il avait toujours voulu dominer cet horizon. Il avait cru que l'ascension consistait à prendre de la hauteur, à s'élever au-dessus des autres. Mais ce qu'il avait lu venait de lui faire comprendre une chose bien plus douloureuse. Il n'avait jamais su reconnaître la valeur de ce qui ne brillait pas encore. Il avait regardé trop vite, jugé trop vite, agi trop vite. Et ce qu'il avait perdu n'était pas seulement un projet ou une opportunité. C'était un lien avec une intelligence qu'il avait sous-estimée. La disqualification de Novagrid lui apparaissait sous un nouveau jour. Ce n'était pas une punition, ce n'était pas personnel. C'était une conséquence logique d'un système qu'il avait lui-même alimenté, celui de l'exclusion silencieuse, du tri arbitraire, de la préférence donnée à ce qui rassure plutôt qu'à ce qui dérange. Claire n'avait pas inversé les rôles. Elle avait simplement permis qu'un autre modèle émerge, un modèle qui n'avait plus besoin de lui. Il repensa à la réunion dans le bureau du comité. Elle n'avait exprimé ni colère, ni revanche, juste une forme de lucidité calme qui aujourd'hui prenait tout son sens. Elle lui avait donné une leçon sans en avoir l'intention, ou plutôt sans avoir besoin de le faire intentionnellement. Il pensa à ses propres équipes, à la manière dont il dirigeait, aux jeunes ingénieurs qu'il n'écoutait pas toujours, aux idées qu'il jugeait trop vite irréalistes. Il comprit que s'il voulait éviter le déclin, s'il voulait encore compter dans l'écosystème, il devait changer, non pas pour sauver sa réputation, mais pour redevenir pertinent. Il reposa les documents, éteignit la lumière du salon et s'assit dans le silence. Ce qu'il venait de lire ne changerait pas le passé. Mais il pouvait encore redéfinir la suite. Et cette suite, pour la première fois depuis longtemps, n'allait pas dépendre de sa capacité à convaincre. Elle allait dépendre de sa capacité à écouter. Il n'y eut ni grande annonce, ni plan de communication, ni discours face caméra. Pierre Morel prit sa décision en silence, sans l'aval préalable de son conseil, sans l'avis de ses directeurs de pôle, sans se soucier du bruit extérieur. 2 jours après avoir lu les documents laissés par Claire, il convoqua une réunion restreinte dans l'un des espaces les plus confidentiels d'Innovatech. Y étaient présents uniquement ses collaborateurs les plus proches, ceux qu'il avait vus réussir, dominer, mais aussi s'enfermer dans une logique rigide, étroite, distante.
Ce qu'il leur annonça ce matin-là n'avait rien à voir avec ce qu'ils s'attendaient à entendre. Il parla sans note. Il reconnut les erreurs stratégiques commises dans le développement de NovaGrid, non pas sur le plan technique, mais dans la conception même du projet. Il expliqua que la centralisation excessive, l'exclusion des acteurs émergents et le manque d'écoute des signaux faibles avaient conduit à une impasse. Il déclara enfin qu'il comptait réorganiser la structure de l'entreprise, non pas pour la sauver, mais pour la réaligner avec une réalité qu'ils avaient ignorée trop longtemps. Le silence qui suivit sa déclaration fut complet. Une de ses collaboratrices, la plus jeune présente, osa formuler la question que tous avaient sur les lèvres. « Et qu'est-ce que cela signifie concrètement ?» Pierre répondit d'une voix posée. « Nous allons proposer à Link AI un partenariat de mentorat et d'accompagnement technologique, non pas pour récupérer une opportunité perdue, mais pour soutenir une innovation que nous aurions dû soutenir dès le départ. » Cette décision désarçonna son entourage. Certains y virent un acte désespéré, d'autres un repositionnement stratégique habile. Mais ce que tous comprirent, c'est que quelque chose avait changé. Pierre n'était plus l'homme qui voulait conquérir à tout prix. Il devenait celui qui acceptait de construire avec, même s'il n'était pas au centre du projet. Le communiqué de presse publié 2 jours plus tard fut court, sans emphase. Innovatech annonçait la mise en place d'un programme de coopération ouverte avec des structures émergentes du secteur technologique. Le premier partenaire en serait Link AI, bénéficiaire du financement public récent. L'entreprise apporterait son expertise technique, son infrastructure et ses ressources humaines pour soutenir la mise en œuvre des solutions développées par la start-up. Le monde de l'innovation fut surpris. Certains y virent une tentative de récupération, une stratégie de redressement d'image. Mais dans les coulisses, chez Link AI, l'information provoqua une réaction inattendue. Les fondateurs, jeunes, enthousiastes, mais lucides, hésitaient. Devaient-ils accepter ? Collaborer avec l'entreprise même qui avait tenté de les écarter du circuit? Ce fut Claire elle-même qui les encouragea à écouter la proposition. Elle n'intervint pas dans la décision finale, mais son regard portait un message simple. Ce qui compte, ce n'est pas la main tendue, mais ce que l'on en fait. Le premier rendez-vous entre les 2 équipes eut lieu dans un ancien centre de recherche transformé en espace collaboratif à Clermont-Ferrand. Pierre s'y rendit en personne, sans attaché de presse, sans garde rapprochée. Il serra la main de chaque membre de l'équipe Link AI, écouta leur présentation, s'efforça de comprendre leur méthode, leur organisation horizontale, leur rapport différent au temps, à la réussite, à la pression du rendement. Il ne chercha pas à imposer. Il demanda, il proposa, et il s'adapta. Ce changement de posture, observé de loin par Claire, ne passa pas inaperçu. Elle n'envoya aucun message, n'exprima aucun commentaire public. Mais elle nota que, pour la première fois, Pierre agissait sans masque. Ce n'était plus une façade, ce n'était plus un calcul. Il réapprenait, il désapprenait. Il entrait dans un monde qu'il avait longtemps ignoré et, à sa manière, il faisait le seul choix qui pouvait encore le sauver, celui de l'humilité. Les effets de cette transformation ne furent pas immédiats, mais ils furent profonds. Certains partenaires revinrent. Des journalistes commencèrent à parler d'un virage éthique, d'un repositionnement constructif. D'anciens collaborateurs, partis déçus, prirent contact pour comprendre ce qui se passait. Et surtout, au sein d'Innovatech, une nouvelle génération de chercheurs, jusque-là marginalisés, reçut enfin la possibilité de proposer, d'expérimenter, d'orienter des projets sans passer par le filtre unique de la rentabilité immédiate. Ce n'était pas une révolution, c'était une correction de trajectoire. Une tentative, tardive mais sincère, de faire coexister l'expérience et l'audace, le pouvoir et l'écoute, la tradition et l'avenir. Pierre n'en tirait aucune gloire. Il savait que ce changement ne le mettrait plus jamais au sommet des classements. Il avait accepté de ne plus être la figure principale. Et cela, paradoxalement, lui apportait une forme de paix qu'il n'avait jamais connue dans ses années de domination. Il n'était plus dans la performance, il était dans la contribution. Quelques semaines plus tard, alors que l'on annonçait la tenue d'un nouvel événement national autour de la technologie et de la jeunesse, Pierre reçut une enveloppe officielle. À l'intérieur, une lettre d'invitation. Elle était signée Claire Dubois. Elle l'invitait à présenter, non pas un projet, mais une initiative de coopération. Il n'était pas nommé conférencier principal. Il n'était pas à l'honneur. Il était un acteur parmi d'autres.
Mais cette lettre portait en elle un symbole évident, celui de la reconnaissance possible entre deux trajectoires longtemps divergentes. Pierre accepta. Et cette fois, il n'allait pas prendre la parole pour parler de ses réussites, ni pour annoncer de nouveaux chiffres. Il allait parler de ce qu'il avait appris, pas en dominant, mais en comprenant. L'événement se tenait dans un lieu bien différent des fastes du château de Versailles. Cette fois, la grande rencontre annuelle de la technologie et de l'innovation avait été délocalisée à Montpellier, dans un centre de congrès récemment rénové, au cœur d'un quartier populaire en pleine mutation. Le choix n'était pas anodin. Claire Dubois, désormais solidement installée comme figure d'équilibre entre politique publique et innovation privée, avait tenu à ce que la nouvelle édition du rassemblement célèbre la jeunesse, les projets régionaux et l'accès élargi à la scène technologique. Fini les dorures, les tapis rouges et les coupes à 10 € la gorgée. Place à la simplicité, à l'intelligence collective et à la valorisation des voix qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre. Dès l'aube, des files se formaient devant le centre. Des centaines de jeunes entrepreneurs, chercheurs, étudiants, porteurs de projets affluaient depuis toutes les régions du pays, certains venus en covoiturage, d'autres par train de nuit. L'ambiance n'était pas mondaine mais électrique. On sentait l'enthousiasme, la volonté de bâtir, la curiosité brute, l'énergie du terrain. L'espace était organisé en îlots thématiques, chaque secteur ayant sa scène, ses démonstrateurs, ses intervenants. Et au centre, un amphithéâtre de 1000 places accueillait les plénières. C'est là que Claire devait ouvrir l'événement. Pas seule, mais accompagnée de plusieurs mentors invités à transmettre leur expérience à la jeune génération. Parmi ces noms, celui de Pierre Morel figurait en bonne place mais sans surlignage particulier. Il n'était plus la tête d'affiche. Il était une voix, parmi d'autres. L'invitation qu'il avait reçue quelques semaines plus tôt précisait « Vous interviendrez en ouverture de la session intitulée « Erreur, réajustement et nouvelle direction ». Il avait souri en lisant ce titre. Loin de l'image de conquérant qu'il avait longtemps cultivée, il allait devoir raconter ce qu'il avait appris dans l'échec, dans le silence, dans la remise en question. Il n'y avait pas répondu par une performance. Il avait travaillé son intervention comme un partage, un témoignage sincère, sans phare. Le jour venu, il se présenta sans escorte ni badge VIP. Costume sobre, mallette légère, regard calme. Dans les couloirs du centre, certains le reconnurent, échangèrent un mot, une poignée de main. Pas de bousculade, pas de photo, mais un respect évident, revenu non pas pour ce qu'il représentait, mais pour ce qu'il assumait. Il était là, parce qu'il avait changé. Et ce changement, plus que tous les chiffres qu'il avait pu accumuler, lui avait rendu une place qu'il n'attendait plus. Claire ouvrit la session principale. Son discours fut court, limpide, sans notes. Elle parla de politique d'innovation, mais aussi de valeurs, de coopération, de redistribution des ressources intellectuelles, de désanonymisation des talents. Elle insista sur la nécessité de sortir des zones de confort, de remettre en question les hiérarchies figées. Et sans transition excessive, elle présenta les mentors du jour. Elle cita chacun d'eux, un par un, expliquant brièvement ce qu'ils allaient partager. Lorsqu'elle nomma Pierre Morel, elle n'ajouta rien d'ornemental. Elle dit simplement « Pierre nous parlera des virages nécessaires et de ce qu'ils coûtent ». Il monta sur scène sous des applaudissements sobres. Il n'attendait pas d'ovation. Ce n'était pas pour cela qu'il était venu. Il remercia d'une voix posée. Puis, sans lire de texte, il entama son récit. Il parla de son parcours, non pas en le glorifiant, mais en mettant en lumière ses angles morts. Il raconta comment certaines certitudes l'avaient enfermé, comment le succès répété avait érodé sa capacité d'écoute, comment l'exclusion de Claire de la liste du gala, ce geste en apparence anodin, avait révélé tout un système de pensée fondé sur l'orgueil. Il ne formula pas d'excuses publiques. Ce n'était pas nécessaire. Il reconnut, il exposa, il assuma. Il expliqua aussi ce qu'il avait tenté de faire ensuite, comment il avait modifié les structures internes d'Innovatech, comment il avait accompagné Linka AI sans chercher à reprendre le contrôle, comment, pour la première fois, il avait vu émerger autour de lui une culture d'entreprise qui ne lui ressemblait plus, mais qu'il jugeait désormais bien plus prometteuse que celle qu'il avait bâtie seul. Le public resta silencieux pendant toute son intervention. À la fin, les applaudissements furent francs, profonds, sans emphase inutile. Une reconnaissance juste, pas pour l'homme qu'il avait été, mais pour celui qu'il s'efforçait de devenir.
Après la plénière, Claire et Pierre se retrouvèrent brièvement dans les coulisses. Pas de longue conversation, un échange de regards, un hochement de tête, une entente muette, mais ferme. Ils n'étaient plus adversaires. Ils n'étaient pas non plus alliés au sens classique. Ils existaient désormais côte à côte, dans un écosystème renouvelé, où chacun pouvait tenir une place sans effacer celle de l'autre. Ce nouveau gala se poursuivit pendant 2 jours, ponctué de découvertes, d'initiatives audacieuses, de débats techniques et humains. À aucun moment on ne revint sur le passé. On parlait d'avenir, de celui que ces jeunes, venus de partout, allaient façonner avec leurs propres règles, leurs propres échecs, leurs propres victoires. Pierre assistait aux présentations, posait des questions, prenait des notes. Il ne cherchait plus à briller, il cherchait à comprendre. Et lorsqu'il repartit, en train, seul, sans chauffeur, il emportait avec lui quelque chose de précieux. Non pas une revanche, ni une réhabilitation, mais un sens nouveau de ce qu'était la légitimité. Elle ne venait pas de la place que l'on prend. Elle venait de la manière dont on la mérite. Mais ce n'est qu'à son retour à Paris, dans le silence de son bureau, qu'il découvrit le dernier message laissé par Claire. Un geste discret, un rappel ancien, un mot, rien d'ostentatoire, juste un souvenir que le temps n'avait pas effacé. Et dans ce silence, une dernière leçon allait se déposer. Le bureau était calme, baigné d'une lumière neutre de fin de journée. Les murs, autrefois recouverts de tableaux ambitieux et de certificats d'excellence, étaient maintenant plus sobres, presque nus. Pierre Morel avait laissé tomber la représentation. Ce qu'il cherchait désormais, c'était l'essentiel. Il venait de rentrer de Montpellier et avait donné pour consigne de ne pas être dérangé. Son équipe savait qu'il n'était plus dans une phase de démonstration publique. Son changement de posture, lent mais irréversible, avait modifié la manière dont on l'abordait. Ce jour-là, pourtant, quelque chose d'inattendu l'attendait sur son bureau. Un petit objet rectangulaire avait été déposé là, sans courrier électronique d'accompagnement, sans note explicative. Une feuille pliée en 2, au papier légèrement jauni par les années, tenue fermée par une simple agrafe. Il la reconnut aussitôt. C'était son écriture, son encre, sa phrase. L'un de ces commentaires qu'il griffonnait à la va-vite sur les marges des dossiers ou en bas de rapports de ses collaborateurs, à une époque où il croyait motivé en tranchant, corrigé en minimisant, orienté en coupant. Il ouvrit lentement la feuille, presque avec crainte, comme on rouvre une boîte oubliée. « Tu as du potentiel, mais peut-être pas dans ce domaine. » La phrase était là, intacte, tracée d'une main autrefois sûre, désormais révolue. Il n'eut pas besoin de la replacer dans son contexte. Il se souvenait parfaitement. C'était ce qu'il avait écrit sur le tout premier projet de Claire, à l'époque où ils travaillaient encore ensemble. Il avait lu son dossier rapidement, jugé son approche trop expérimentale, pas assez opérationnelle, et plutôt que de proposer un accompagnement ou d'en discuter, il avait choisi la condescendance sèche d'une phrase toute faite. Croyant agir avec rigueur, il avait, sans le savoir, invalidé des années de réflexion. Ce mot avait été son refus, et Claire, au lieu de le confronter, l'avait conservé. Sous la phrase au stylo bleu plus récent, elle avait écrit simplement « Merci d'avoir eu tort ». C'était tout. Pas de rancune visible, pas d'explication, pas d'ironie. Juste cette réponse qui ne cherchait pas à blesser, mais à conclure. Un point final élégant, sans revanche. Elle n'avait pas besoin d'en dire plus. Ce billet manuscrit, laissé comme un message scellé dans le temps, avait traversé les années pour lui revenir au moment exact où il serait capable de le comprendre pleinement. Et il comprenait. Il resta de longues minutes immobile, les yeux sur le papier, puis il le plia à nouveau avec soin et le rangea dans le tiroir le plus profond de son bureau. Il ne le détruisit pas, il ne le laissa pas en vue. Il le plaça là où il pourrait le retrouver s'il en avait besoin. Non pas comme une piqûre de regret, mais comme une balise, un marqueur d'avant et d'après. Ce que Claire avait exprimé dans ce mot et tout au long de cette histoire, ce n'était pas une volonté de revanche. C'était une démonstration de patience, de cohérence, de dignité. Elle avait été écartée, ignorée, minimisée, et elle avait reconstruit ailleurs, en silence, sans chercher à renverser les trônes, mais à en bâtir d'autres. Elle avait laissé le temps faire son œuvre, et elle avait prouvé que ce qui compte dans une trajectoire, ce n'est pas d'avoir été exclu un jour, mais de ne jamais avoir abandonné l'essentiel. Pierre sortit sur le balcon de son bureau. Paris déroulait devant lui son architecture familière,
Rien n'avait changé et pourtant tout était différent. Il n'était plus dans la même logique, il n'attendait plus l'approbation, il ne cherchait plus à rattraper un pouvoir perdu. Il voulait désormais construire autrement, moins vite, moins haut. Mais mieux, ce n'était pas un épilogue, ce n'était pas une rédemption, c'était un équilibre retrouvé. Il pensa à Claire, pas avec nostalgie, pas avec tristesse, mais avec une forme de gratitude adulte. Ils n'étaient plus dans la même histoire, mais ils en partagèrent les fondations. Chacun, à sa manière, avait poussé l'autre à devenir plus, et maintenant, leurs trajectoires n'étaient plus opposées. Elles étaient parallèles, non pas pour se croiser à nouveau, mais pour avancer chacune dans sa direction avec une nouvelle clarté. Il retourna à son bureau, ouvrit son carnet de notes et écrivit une seule ligne. Ne plus jamais confondre jugement rapide et lucidité. Puis il referma le carnet, se leva et éteignit la lumière. Pas besoin de discours, pas besoin de gestes spectaculaires. Le message avait été reçu, et cette fois, pleinement compris.